Et merci d'être venu. La saison n'est pas très propice au déplacement presque nocturne, donc un grand merci donc, de vous être déplacé pour... Ah, c'est parti? Oui, c'est parti. Non, mais ça reviendra, tu l'as reçu tout à l'heure. Bon. Oui, pour cette présentation donc, de l'ouvrage d'Agnès et de Robert Vinas sur le livre des faits de Jaume le Conquérant. Alors, l'ouvrage, le travail avait déjà été fait, hein, et avait donné lieu à cet ouvrage magnifique, voilà, publié à l'époque par la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, le livre des faits de Jaume le Conquérant. Bon, naturellement, Robert vous dira ce qu'il en est. Et de cet ouvrage splendide, Agnès et Robert en ont tiré une édition dans le livre de poche. La préface est de Michel Zinc, je ne sais pas trop comment il faut dire, hein, de l'Académie française, qui dirige précisément cette collection, lettres gothiques, livres de poche. Donc c'est le texte qui a été établi, le texte naturellement de Jacques le Conquérant, hein, qui a été établi, traduit du catalan, présenté et annoté par Agnès et Robert Vinas dans cette formule d'une excellente vulgarisation, puisque l'ouvrage ne coûte que 9,90 €. Ça correspond à un travail extraordinaire. Chose qu'il faut noter, c'est que c'est la seule publication dans cette édition dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est la première. La suite, peut-être tu nous feras la conquête de Majorque ou quelque chose comme ça. On verra. On verra. Bon, allez, je te laisse présenter. Donc, le projet, ça a été de transformer cette édition de luxe en une édition de poche, sans perdre, comme disait Rabelais, la substantifique morale. Et je puis vous assurer que dans l'édition de poche, le texte est complet, il n'y manque pas une phrase. Par contre, ce qui a disparu, c'est l'iconographie, les images, bien sûr, les images. Mais il a en plus, celui-ci, il a en plus une chose que nous n'avions pas là, il a en plus une introduction de 25 pages qui présente vraiment l'ouvrage. Chose que nous n'avions pas faite à l'époque en 2007. Malheureusement, heureusement pour les éditeurs, ces éditions sont épuisées, aussi bien celles que nous avions faites en français à la SASL des Pyrénées-Orientales, dont j'étais à l'époque le secrétaire, hein, aussi bien que celle qui a été éditée l'année suivante à Majorque par un éditorial Moy. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a disparu aujourd'hui du paysage éditorial. En fait, ils avaient eu le courage, surtout la SASM, de se lancer dans une édition coûteuse comme celle-ci. Heureusement pour eux, tout a été vendu. Donc, personne n'y a perdu. Je n'ai pas mis en danger l'existence de la SASM. Mais je n'ai pas gagné dessous, bien sûr, puisque le contrat était que tout l'argent revenait à la société qui m'avait aidé à l'éditer. Il faudrait que tu me retrouves quand même les images. Hein. Ah là, oui. Comment tu Eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter le roi Jacques Ier d'Aragon. Mais vous allez vous dire, à l'époque, il n'y avait pas de photographie. Ah oui, mais il n'y avait pas de photographie. Mais il y avait des peintres. Cette peinture n'est pas du XIIIe siècle, bien sûr. Elle est attribuée à un peintre majorquin qui s'appelle Andrés Reus. Mais ce peintre majorquin avait particulièrement bien lu le portrait que dressait du roi Jacques Ier le chroniqueur catalan Bernat Desclot, qui le connaissait personnellement. Et alors, voici ce que disait Bernat Desclot. Ce roi Jaume d'Aragon était le plus bel homme du monde.
il était plus grand que les autres d'une pomme, et tout en lui était parfaitement constitué et formé. Il avait un visage très grand, vermeil et coloré, le nez long et bien droit, la bouche grande et bien faite, de grandes dents belles et blanches comme des perles, les yeux verts, de beaux cheveux blonds comme des fils d'or, de larges épaules, un corps long et mince, des bras solides et bien faits, de belles mains, de longs doigts, les cuisses solides, les jambes longues, droites et grosses en proportion, des pieds longs et bien faits qui se chaussaient merveilleusement. Là, on ne voit pas les pieds. Hein. Bon. Donc, c'était un bel homme qu'il a beaucoup plu aux dames de son temps. J'ai eu quelquefois, je sors encore une vieille conférence sur les relations du roi Jaume et des dames. Hein. Je l'ai encore dans mes tiroirs, et on me la demande encore. Alors, le roi Jaume nous intéresse à deux titres. Or, bien sûr, les Catalans, nos cousins germains catalans du Sud, l'ont confisqué. L'ont confisqué également les Majorquins. L'ont confisqué également les Valenciens. Et nous alors? Eh bien, nous ne l'avons pas encore confisqué, mais il ne faut pas oublier qu'il est né à Montpellier. Donc il a quelque chose à voir avec le Midi français actuel. Il est né à Montpellier en 1208. Son père était le roi d'Aragon, Pierre, celui qui a été vainqueur à las Navas de Tolosa en 1212 et qui a été vaincu à Muret en 1213. Et sa mère, c'était Marie de Montpellier, la fille du seigneur de Montpellier, Guillaume. Donc, le roi Jaume appartient à la fois au Midi français et à l'Espagne de la Reconquête. Le Midi français par sa naissance, il est né à Montpellier, hein, et nous verrons que Montpellier conserve encore certaines choses de lui. Ceci, la magnifique enluminure qui représente le roi Jaume, en réalité, est une poutre peinte qui se trouve au musée archéologique de Montpellier et qui représente le roi Jaume partant à la chasse aux environs de Montpellier. Il y a eu l'année dernière une autre découverte extraordinaire dans une vieille maison de Montpellier qui date du XIIIe et que j'ai eu le privilège de voir parce que c'est une maison particulière, une autre poutre peinte où est représenté le détail de la conquête de Majorque. Mais ça, vous ne le verrez jamais parce que c'est dans une maison particulière qui appartient à M. Valette au centre de Montpellier. Il nous avait admis parce que il avait eu connaissance de notre livre sur la conquête de Majorque. Alors, on a pu contrôler chez lui, sous cette poutre peinte du XIIIe, ça, le roi Jaume. Et cette statue, cette tête, ce gisant, est encore à Montpellier. Il est à Montpellier, dans la crypte de Notre-Dame des Tables, mais vous ne pourrez plus jamais le voir parce que la municipalité de Montpellier a bouché l'entrée de la crypte de Notre-Dame des Tables. Par contre, ce que vous pourrez voir, si vous allez à Latte, aux environs de Montpellier, c'est ça. Et c'est la seule statue qu'on trouve au nord des Pyrénées du roi Jaume. Vous voyez, la municipalité de Latte a mis en valeur. Latte, c'était à l'époque, c'était le port de Montpellier à l'époque. C'est allé très vite. Heureusement que je n'en ai pas beaucoup. Alors, le roi Jaume a eu une politique au nord de la Catalogne, au nord des Albert. D'abord, il est seigneur à Perpignan, bien sûr, il est comte de Roussillon, bien qu'il n'en arbore jamais le titre, et puis il est seigneur de Montpellier. Alors, bien sûr, cette politique au nord des Pyrénées a été un petit peu avortée à cause de la défaite de son père et de la mort de son père à Muret. Donc, c'est en particulier pour cette raison, parce qu'il
son père a été battu à Muret, et que là-haut, le royaume de France est descendu dans le Midi, et a pris possession du Languedoc, que le roi Jean a été obligé de se porter vers la reconquête de l'Espagne. Et la reconquête de l'Espagne, hein, c'est d'abord Majorque, puis Valence, puis Murcie. Mais il est quand même important pour nous, le roi Jean, parce qu'en 1258, il signe avec le roi de France, Saint-Louis, un traité extrêmement important, le traité de Corbeil. Que dit le traité de Corbeil de 1258? Il dit qu'au nord des Corbières, c'est la France, et au sud des Corbières, c'est la Catalogne. Et cette frontière va durer 400 ans jusqu'au traité des Pyrénées de 1659, par lequel nous, Roussillonnais, nous devenions, par la conquête française, disons, des sujets du roi Louis XIV. Donc, ne pas oublier l'action du roi Jaume et cette frontière qui va durer 400 ans. À part ça, la grande activité du roi Jaume, ça a été la reconquête. Et, vous voyez, ceci c'est une enluminure du manuscrit que nous avons déchiffré au début, avant de faire cette première traduction. C'est le manuscrit dit de Poblet. Poblet, c'est une abbaye cistercienne qui se trouve en Catalogne. Magnifique abbaye, si vous pouvez y aller, ça vaut vraiment le déplacement. Et ce manuscrit est conservé à l'abbaye de Poblet. C'est le plus ancien manuscrit du livre des Faits, qui date de 1343, et il a été copié à l'abbaye de Poblet par un moine de là-bas, Célestin d'Estorens. Vous voyez, il représente une histoire que le roi Jaume raconte au sujet de la conquête de Majorque. Parce que l'idée de la conquête de Majorque lui est venue au cours d'un souper à Tarragone, au cours duquel il y avait les plus importants nobles de Catalogne qui étaient réunis. Vous voyez, donc, le roi Jaume, qui mange à part. Oh, c'est pas clair? On voit bien. Voilà. Et puis les nobles qui sont là et qui discutent. Et c'est, paraît-il, au cours de ce souper, qu'il lui serait venue l'idée d'aller conquérir Majorque. Mais évidemment, c'est une belle histoire que le roi Jaume nous raconte. Si vous lisez ce livre, vous vous apercevrez qu'il nous raconte beaucoup de belles histoires. En vérité, c'est une conquête qui a été prévue depuis très longtemps par son père et son grand-père, par le roi Pierre, et même son grand-père par le roi Alphonse le Chaste. Il n'était pas chaste, mais ça c'est une autre histoire. Bon. Ensuite, ceci, c'est le pendant de la photo que je vous ai montrée. Ça, c'est une alluminure du XVIIe qui vient se greffer, on ne sait pas pourquoi, sur le manuscrit, toujours sur le même manuscrit. Vous voyez, c'est pas du tout le même style. Et ça, c'est le pendant de l'autre parce que ça illustre le moment de la décision du roi Jaume d'aller conquérir Valence, le royaume de Valence, sur les musulmans. Le roi Jaume avait et à ses pieds, le grand maître des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Hugues, qui est un provençal, vous voyez, habillé comme les chevaliers de Saint-Jean, avec la croix blanche sur fond noir. Les chevaliers de Saint-Jean, c'est l'ordre de Malte actuel. Et vous voyez le royaume d'Aragon tel que l'a reçu
transmettre ça. Tel que l'a reçu en jaune, là-haut, tel que l'a reçu Jaume. Vous voyez la petite excroissance au nord, c'est le Roussillon, en haut à droite. Hein. Vous voyez bien que nous sommes là où il faut. Hein. La Catalogne à droite, l'Aragon à gauche. Et puis vous voyez, les musulmans d'Espagne, les Sarrasins, comme on les appelait à l'époque, possèdent tout le reste. Vous voyez aussi que l'Espagne n'est pas encore unifiée. C'est pas étonnant, elle n'est pas encore aujourd'hui. Hein. Et non, ne soyez pas. Vous voyez les 5 royaumes d'Espagne. Le royaume d'Aragon, le royaume de Navarre, le royaume de Castille, le royaume de Léon et le royaume de Portugal. Les 5 royaumes d'Espagne, hein, qui ont donné lieu à la plupart des communautés autonomes de l'Espagne d'aujourd'hui. Et là, en vert, c'est l'empire des Sarrasins almohades, qui possèdent encore donc, les Baléares. Et puis, à la fin du règne de Jaume, vous voyez, les Baléares ont été conquises, sauf Minorque, hein, et le royaume de Valence. Murcie, Jaume l'a conquis, mais il l'a rendu à son gendre, le roi Alphonse X de Castille. Le Portugal, le royaume de Léon s'est joint à la Castille. La Navarre existe toujours. Et le royaume de Portugal est arrivé au sud, à l'Algarve, ici. Et les Sarrasins ne possèdent plus que l'émirat de Grenade, mais vont le posséder encore longtemps, longtemps. Donc, ceci. La conquête, bien sûr, se terminera non pas à la fin du XIIIe siècle, parce que cet émirat de Grenade a encore une longue vie devant lui. La conquête se terminera en 1492. Ce sont les Castillans qui finiront de descendre et mettront fin à la présence des musulmans sur le territoire hispanique. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ne mettront pas fin à la présence des Sarrasins sur le territoire hispanique. Parce que toutes ces conquêtes ne doivent pas faire oublier que certains Sarrasins, certains musulmans, se sont retirés au nord de l'Afrique, mais beaucoup sont restés. Qui est-ce qui s'est retiré? Se sont retirés les gens riches, les gens qui avaient de l'argent, les gens qui pouvaient partir, hein, et qui se sont retirés en Afrique du Nord. Par contre, les pauvres gens qui cultivaient les terres, la plupart sont restés. Ce qui fait que ces conquêtes, aussi bien de Jaume que des rois de Castille, que des rois du Portugal, hein, n'ont pas pu faire disparaître la présence musulmane. Hein. Au contraire, au temps de Jaume, même à la fin de son règne, et même pendant plusieurs siècles après, les musulmans sont en majorité dans le royaume d'Aragon et dans le royaume de Castille, au sud. Ils sont en majorité, ils sont restés, hein, et tellement restés que la décision du roi Jaume de les expulser tous à la fin de son règne, ses descendants n'ont pas pu la tenir. Ils n'ont pas pu la tenir. Et à tel point qu'il faudra attendre le XVIIe siècle pour que les rois de Castille, les rois d'Espagne, les rois de Castille devenus rois de toute l'Espagne, décident d'expulser ce qu'on appelait les moriscos, les descendants des morts des Sarrasins, qui étaient encore majoritaires dans toute la zone sud de la péninsule ibérique. Dans toute la zone sud. Et à Valence en particulier, en Andalousie et dans ce qui restait dans les dernières terres conquises sur Grenade. Sur son lit de mort, Jaume demandera à son fils, le roi Pierre, de les expulser, parce que ce sont tous des traîtres qui se révoltent.
Mais ils n'y arriveront pas. C'est au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, que le roi d'Espagne, Philippe III, expulsera définitivement les moriscos. En fait, ceux qui refuseront encore de se convertir. Parce que ceux qui se convertiront pourront rester, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure de la naissance du roi Charles à Montpellier. Je vais abandonner le roi Charles et peu à peu venir au livre lui-même. Et je vous avais dit, il est né à Montpellier. Je vous ai dit aussi, le roi Charles aimait beaucoup raconter des histoires. C'est un merveilleux conteur. Et voici, maintenant je vais vous raconter comment je fus engendré et comment se passa ma naissance. Et d'abord, comment je fus engendré. Mon père, le roi Pierre, ne voulait pas voir la reine ma mère. Or il advint qu'un jour, le roi mon père se trouva à Latte et ma mère, la reine, à Mirval. C'est pas loin. Un grand baron, Guillaume d'Alcala, alla trouver le roi et le pria tant qu'il le fit venir à Mirval, où se trouvait la reine ma mère. Et cette nuit-là, où ils se trouvèrent tous deux à Mirval, notre Seigneur voulut que je fusse engendré. C'est magnifique et discret. Mais les autres chroniqueurs catalans, Ramon Montaner et Bernard Desclopes, leur racontent avec des fioritures, la faisant intervenir une dame qui aurait été l'amante du roi Pierre et qu'on aurait substituée pour une nuit. Je ne sais pas comment il a fait pour se tromper. Quand la reine, ma mère, se sentit enceinte, dès le lendemain, elle se rendit à Montpellier. C'est ainsi que notre Seigneur voulut que ma naissance eût lieu dans la maison des Tournemire, la veille de la fête de Sainte-Marie de la Chandeleur, le 2 février donc. Ma mère, dès que je fus né, m'envoya à Notre-Dame des Tables. Il me portait dans les bras, et alors qu'on chantait matine dans l'église de Notre-Dame, dès qu'ils passèrent le portail, on se mit à chanter le Te Deum Laudamus. Oh, magnifique. Les clercs ignoraient que je dusse entrer là, mais j'entrai quand ils chantaient ce cantique. Puis on me porta à Saint-Firmin, et quand ceux qui me portaient entrèrent dans l'église de Saint-Firmin, on chantait le Benedictus Dominus Deus d'Israël. Ah, magnifique. Quand nous retournâmes à la maison de ma mère, elle se réjouit fort de tous ces présages. Elle fit alors faire 12 chandelles, toutes de même poids et de même taille, et les fit allumer toutes en même temps. À chacune d'elles, elle donna le nom d'un apôtre et promit à notre Seigneur que celle qui durerait le plus me donnerait mon nom. Or, celle qui dura le plus longtemps fut celle de Saint-Jaume. Il en resta bien 3 doigts de plus que les autres. Et c'est pour cela, et par la grâce de Dieu, que je porte le nom de Jaume. Ça s'appelle les sortes apostolum, les tirages au sort des apôtres. Passons maintenant au livre des faits, c'est pourquoi vous êtes venus, mais j'émaillerai mon exposé de lecture de texte. Le livre des faits, quand on le prend simplement, il est construit autour de 2 axes. La conquête, dont j'ai parlé brièvement, et le deuxième axe, c'est la lutte contre les oligarchies nobiliaires pour assurer la prééminence de la royauté et assurer la justice à tous ces peuples. Ce combat, il n'est pas le seul à le mener au XIIIe siècle. C'est le combat de tous les rois du XIIIe siècle. Lutter contre les nobles, assurer le pouvoir royal et rendre la justice à tout le monde. C'est le combat que mène son gendre Alphonse X de Castille et en France aussi Saint-Louis, notre roi Saint-Louis. Il donne lieu
vous le verrez, parce que le roi le raconte, il donne lieu à des affrontements violents avec des nobles qui se soulèvent souvent. Parce que le roi Jaume veut absolument faire régner la justice, et la même pour tout le monde. Or, il se trouve dans un royaume où il y a des coutumes absolument variées. En Catalogne, en Aragon, il y a plusieurs coutumes. Et donc, ce que va faire le roi Jaume, c'est essayer d'unifier ces coutumes et de donner le même droit pour tout le monde. Il n'y parviendra pas tout à fait. Voici donc deux sceaux qui représentent absolument l'action du roi. C'est le sceau en majesté assis sur le trône et il tient l'épée de la justice. Donc, ça représente le roi justicier. Et puis ici, donc, c'est à cheval le roi conquérant. Ce sont les deux aspects donc, que vous verrez dans le livre. Donc, la lutte contre les oligarchies pour faire régner la justice et la lutte contre les Sarrasins pour conquérir donc, le reste de l'Espagne. Mais vous allez me dire, mais quelle idée pour le roi, de faire un livre. Ce n'est pas habituel qu'au XIIIe siècle, un roi fasse un livre. C'est même assez exceptionnel. Et alors, il nous répond dans la préface qu'il a faite et qui nous donne donc l'idée qu'il a eue de faire ce livre. Et pour que les hommes connaissent et sachent, quand j'aurai quitté cette vie mortelle, ce que j'aurai fait avec l'aide du Seigneur Tout-Puissant en qui il abrite l'unité, j'ai laissé ce livre pour mémoire à ceux qui voudront entendre les faveurs que notre Seigneur m'a accordées et pour inviter par l'exemple tous les autres hommes du monde à mettre, comme je l'ai fait, leur foi dans ce Seigneur si puissant. Donc, il a fait un livre pour qu'on se souvienne de lui après. Et dans ce livre, il parle de ses faits. De ses faits en français d'inspiration médiévale, de sa geste, on pourrait dire. C'est-à-dire de ses hauts faits, de ses grands faits. Alors, voilà. Il l'annonce dans son prologue. Alors, est-ce que c'est un livre d'histoire qu'il a voulu faire? Est-ce que c'est un livre d'histoire ou est-ce que c'est un livre de pédagogie politique, à l'usage de ses successeurs peut-être? Les faits, les hauts faits, c'est ce qu'il juge lui-même important. Alors, il va trier. Il va trier. Et, bien sûr, il expose volontiers ce qu'il arrange et ce qui est fait pour sa gloire, mais il oublie quelquefois, même souvent, des faits importants qui ne vont pas dans son sens. Par exemple, il échoue à un moment donné à prendre la place de Peñíscola. Peñíscola, vous savez, c'est dans le pays valencien. Il subit un lamentable échec. Vous ne verrez pas l'échec de Peñíscola dans le livre. De même, ce qu'il saute, c'est ce qui pour nous paraît important, c'est le traité de Corbeil. Corbeil, Saint-Louis, jamais dans le livre. Et pourtant, ils se connaissaient. Ils ont même marié deux de leurs enfants ensemble. Le futur Philippe III le Hardi, fils de Saint-Louis, et Isabelle d'Aragon, sa fille cadette. Mais ça, vous ne le verrez pas. Parce que le traité de Corbeil, au fond, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas une victoire pour lui, c'est plutôt une victoire de Saint-Louis. Donc ça, on n'en parle pas. Par contre,
la reconquête des territoires hispaniques, bien sûr, dans le détail, et vous verrez ça. Donc ce n'est pas, proprement parler, un livre d'histoire. Ce n'est pas non plus une chronique, parce qu'une chronique, ça prend une année après l'autre, hein, donc pas non plus une chronique. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas plutôt des mémoires, ce ne sont pas non plus des mémoires, parce qu'il saute plusieurs types d'activités qui ont été les siennes et qui pouvaient être glorieuses, mais pas pour lui. Par exemple, son activité législative pendant tout son règne, vous n'entendrez jamais parler. Je vous dis, ça se résume à deux grandes questions. La justice à tous ces peuples, en cassant les oligarchies, et donc la conquête sur les Sarrasins. Ce ne sont pas non plus des confessions où il nous livrerait des secrets de son âme. Vous avez peu de chapitres où il parle de lui-même. Si, une fois à la fin, quand il se confesse à un de ses confesseurs dominicains, et à la veille de prendre Murcie, et lui demande la solution. Le dominicain lui dit que pour avoir la solution, il faut être net. Hein. Oh, je sais ce que vous me reprochez. Il a à ce moment-là une amante très jeune qui est promène partout. Oh, je sais, c'est à cause d'elle, n'est-ce pas? C'est à cause d'elle que vous ne voulez pas me donner la solution. Eh bien, si vous ne la donnez pas, Dieu me la donnera, lui. Parce que je vais conquérir Murcie sur les Sarrasins pour lui, et lui, il saura vraiment ce qui est important. Non, ne me donnez pas la confession, ne me donnez pas la solution, donnez-moi une simple bénédiction. C'est très rare qu'il parle de ça. En fait, c'est un livre unique. C'est un ovni, ou un apax, comme on disait à l'époque. C'est un ovni. On n'arrive pas à le classifier, on n'arrive pas à le mettre dans une catégorie. Et c'est un livre qui a alimenté tout au long de l'histoire, depuis qu'il est paru, des interprétations et des polémiques tout au long de son histoire. Et la première polémique qu'il a alimentée, est-ce que c'est bien lui qui l'a écrit? Oh, est-ce que c'est bien lui qui l'a écrit? C'est le problème de la paternité du roi. Au Moyen-Âge, c'était une chose admise. Mais à partir du XIXe siècle, on a douté de sa paternité. Comment un roi qui était instruit très peu dans les lettres, aurait-il pu écrire un livre pareil? C'est que, évidemment, il n'avait pas été instruit dans les lettres, il avait été élevé par les Templiers. Vous savez, les Templiers, ce n'étaient pas parmi les religieux les plus instruits. Hein. Ils écoutaient la messe tous les matins, et puis leur latin, c'était du latin de messe. Hein. Alors, mais le roi Jean n'était pas non plus un âne couronné. Il avait quand même certaines capacités intellectuelles. Et je vais vous lire un petit peu adressé le pape Clément IV. Où est-ce que j'ai foutu ça? Hop. Il ne te l'a pas envoyé. Non. Assurément, lui disait Clément IV, entre tous les princes du monde qui n'ont pas été instruits dans les lettres, le Seigneur t'a doté d'un don naturel remarquable. Tu as beaucoup appris d'expérience, tu as écouté bien volontiers les leçons des sages, et tu les as confiées à une mémoire fidèle. Un pape étant à l'époque un homme extrêmement instruit, voici l'opinion que le pape Clément IV avait de Jaume.
Jaume n'était pas un âne couronné. C'était un homme extrêmement intelligent, ouvert, bien sûr, il ne connaissait pas parfaitement le latin. Alors, pendant longtemps, donc, on a quand même douté de sa paternité. Pourtant, dès 1863, un Montpelliérain, le baron de Tourteulon, faisait entendre la voix de la raison. Et voici ce qu'il disait à propos de Jaume. En résumé, il faut admettre que l'auteur, si ce n'est pas Jaume, a su, avec un art extraordinaire, et après de minutieuses investigations, reconstituer dans les moindres détails la vie de son héros, en donnant habilement la première place aux petits faits qui frappent les témoins oculaires et sont oubliés aussitôt, ou bien que, contemporain du conquérant, il ne l'a pas abandonné un seul instant pendant plus d'un demi-siècle, rédigeant son œuvre à côté et à l'insu du roi. Ou qu'enfin, ce qui est le plus simple, que cet auteur n'est autre que le roi lui-même. Ah, mais la voix de la raison, vous savez, la voix de la raison, elle a du mal à se faire entendre. Et à partir du début du XIXe siècle, et surtout à partir du début du XXe, la polémique a enflé et a pris un tour quasiment politique même. Et ceci parce que ceux qui se sont occupés du texte du roi Jaume sont des historiens et pas des linguistes, pas des spécialistes de la langue. Ce sont les historiens qui se sont occupés de la chronique du roi. Et les meilleurs historiens de Catalogne au XXe siècle, Manuel de Montoliu, Ferran Soldevila, et ils ont tous commis la même erreur. Plus tard viendront, beaucoup plus récemment, les linguistes. Et voici ce qu'avait imaginé Manuel de Montoliu. Manuel de Montoliu a imaginé la théorie des prosifications. Qu'est-ce que c'est que ça? Le texte dont Jaume ne serait pas l'auteur contiendrait en prose des restes de chansons de gestes catalanes disparues. Succès fou. Tout le monde s'y engouffre pour des raisons éminemment politiques. Après tout, la Catalogne a le droit d'avoir eu ces chansons de gestes. Elles ont disparu. Bon. Mais on les retrouve, des traces, dans certains des textes du roi Jaume. La Catalogne avait le droit d'avoir une poésie épique, comme la France, comme la Provence, ou l'Espagne même. Et on s'est mis à chercher, dans le texte de Jaume, des traces d'assonance. Des traces d'assonance qui pourraient faire penser à des vers, que l'auteur, le mystérieux auteur, aurait pris dans les chansons de gestes. À la recherche de vers. Le grand historien Ferran Soldevila, le plus grand historien de Catalogne du XXe siècle, à un moment donné, s'amuse à reconstituer 34 vers à partir du texte original de Jaume. Vous voulez un exemple d'assonance? Oui, bon, je peux vous la donner. E tenc son escut abraçat, et sa lance en sa main, et sa espase cinta, et son œil Saragossa. Vous entendez les A, une espèce d'assonance en A. Alors là, ça y est, on dit, ça y est, ça c'est une trace de poésie épique. Ce vers a été pris donc dans une chanson de gestes aujourd'hui disparue. Le problème, je vous dis, c'est que ce sont les historiens qui sont occupés de ça.
Et pendant un moment, ils ont posé des sacrés problèmes à tous les professeurs qui devaient enseigner le livre des faits dans les écoles de Catalogne, aussi bien au niveau collège qu'au lycée et à l'université. Et un homme malheureusement disparu aujourd'hui, avec qui j'ai pu travailler pendant 4 ou 5 ans, qui s'appelle Josep Maria Pujol, qui lui avait été professeur de collège, de lycée, et puis professeur à l'université de Tarragone, nous disait, la première fois qu'on l'a vu, il m'a dit, je n'y crois plus à cette histoire. Je n'y crois plus. C'est impossible. C'est inacceptable et inenseignable. Parce que le texte, on ne l'a pas assez examiné. D'abord, il n'y a aucune poésie épique dans le texte de Jean. Le texte, ce n'est pas épique. Et il se trouve que José Maria Pujol a correspondu avec un professeur italien, que je connais bien également, hein, c'est Stefano Aspetti, qui enseigne à l'université de la Sapienza à Rome, et qui s'est trouvé avoir les mêmes idées que lui. Et alors, ils ont dit ce qu'ils pensaient du texte. Ce n'est pas un texte épique, il n'y a aucune poésie épique là-dedans. Par contre, c'est un texte qui est marqué par l'oral, l'oralité. Hein. Ce n'est pas un texte qui a été écrit, c'est un texte qui a été pris en note et reproduit presque exactement comme il avait été dit par le roi Jaume. Et alors, ils ont mis en avant leur théorie. Ce texte a été produit oralement par le roi Jaume au cours de sessions qu'il tenait à la cour tous les soirs à la fin de sa vie, hein, et au cours de laquelle il racontait une partie de ses aventures. Hein. Et alors, des notaires prenaient en note ça, le roi vérifiait rapidement, mais ce texte est resté un texte à prédominance orale. Et c'est ça qui rendait l'explication à des étudiants extrêmement difficile quand on partait pas de cette réalité. Et je me souviens de la réaction qu'a eu lieu la dame qui est toujours professeure à l'université de Barcelone de littérature catalane, hein, qui s'appelle Lola Badia, qui disait ceci: quand j'ai lu la thèse de José Maria Pujol en 1991, j'ai eu l'impression insolite qu'était enfin tombé le mur d'incompréhension qui nous interdisait toute interprétation du livre du roi Jaume. Maintenant que nous voyons les choses avec des yeux neufs, nous n'avons plus besoin de l'esprit des peuples, ni de la concurrence avec des productions de prestige. Il est donc logique que le fantasme de l'épopée nationale s'évanouisse à présent comme la lune dans les matins clairs d'hiver. En tout cas, d'épopée dans le livre des faits, il n'y en a pas. Nous perdons l'épopée, mais nous gagnons un narrateur royal unique dans le Moyen-Âge européen, dont nous ne saurions dire si l'œuvre, splendide demeurant, appartient à la littérature ou à la pédagogie politique. Enfin, il a fallu attendre le XXe siècle finissant pour savoir ce que c'était que... Et moi, bien sûr, maintenant, je peux vous lire, hein. À ce moment-là, on s'aperçoit, on regarde le livre de Jaume, et on s'aperçoit que c'est un conteur merveilleux, un conteur extraordinaire, hein. Un conteur extraordinaire, dans lequel il introduit quelques petites scènes qu'il appelle des menuderias, des petites choses, hein, des scénettes, hein, qui montrent vraiment, c'est un conteur magnifique. Je vous en présente une, hein, une de 4 lignes, une autre un peu plus longue. C'est au moment de la campagne de Valence. J'allais donc à Borriana. Borriana, c'est une ville aux environs, un peu au nord de Valence. Mais au moment de quitter le camp,
une hirondelle avait fait son nid près de mon écu, en haut de ma tente. J'ordonnais de ne défaire la tente que lorsqu'elle serait partie avec ses petits, puisqu'il était venu se mettre sous ma protection. C'est magnifique. En même temps, c'est le symbole du roi justicier qui doit protéger tout le monde. Et alors, moi je me suis mis à rechercher où est-ce que Jaume a pu pêcher ça. Je n'ai pas trouvé dans la littérature européenne. J'ai trouvé ça dans la littérature musulmane, dans un hadith du prophète Mahomet. C'est la chatte du prophète qui s'était installée sur sa tunique, sa chatte qui s'appelait Mouedja. Il a interdit qu'on la dérange, n'est-ce pas? Il a interdit qu'on la dérange, jusqu'à ce qu'elle parte d'elle-même, bien sûr. Et à l'époque de la conquête de Valence, forcément, Jaume a fréquenté beaucoup les chefs musulmans de l'époque, et peut-être qu'il a tiré ça de cet exemple. Ah, c'est parti. On s'en fout maintenant. Une autre histoire qui montre le talent de Jaume comme conteur. Il se trouve à Saragosse avec sa première femme, qui est une infante de Castille. Il se trouve en pleine révolution immobilière. Les nobles aragonais les tiennent prisonniers à Saragosse, dans une tour. Et voici que cet épisode, Jaume nous le raconte. Après cette discussion, j'allais trouver la reine et je lui dis: nous voyons bien la honte et le dommage que nous subissons tous deux. Mais bien que nous soyons des enfants, nous en tirerons vengeance, si vous le voulez. Dans ces appartements, il y a une trappe. Prenons 2 cordes. Je vous ferai asseoir sur une planche et descendre d'ici jusqu'en bas. La nuit où nous déciderons, je ferai prévenir nos amis pour qu'ils viennent avec toutes leurs troupes. Et quand nous saurons qu'il y est, vous sortirez en bas par la porte et notre ami partira avec vous. Moi, je resterai ici à Saragosse. Pour éviter qu'il ne se conduise mal avec vous, je n'ose pas prendre d'initiative. Mais dès que vous serez partis, je les interpellerai tous, ces nobles, et je leur dirai que ce qu'ils font avec moi est une trahison. Puis j'enfourcherai un cheval. Ce sera un coursier. Et j'agirai de telle manière qu'inévitablement je tuerai quelqu'un. Je ne pense pas qu'ils me poursuivent, parce que j'aurai un si bon cheval que je ne craindrai pas qu'il court après moi bien longtemps. S'excite un peu. Réponse de la reine: sachez bien, dit-elle, que je ne descendrai d'ici, ni sur une planche, ni par une corde, pour une monde. J'eus beau la supplier longtemps, elle refusa de le faire. Alors je calmai le jeu et renonçai à mon projet à cause de ses craintes. Voilà ce que vous trouverez, par-ci par-là, dans le livre des Faits. Et maintenant, je vais vous raconter notre aventure, à mon épouse et moi, comment traduire ce texte. D'abord, quel texte traduire? Parce qu'il y a plusieurs manuscrits. Nous avons choisi celui-ci. Oh, vous voyez, il est bien écrit, magnifique. Bon, nous avons choisi celui-ci parce que c'est le plus ancien. Magnifique. Il ne pose pas guère de problème, de lecture. Il est écrit en catalan archaïque, bien sûr. Il ne pose pas de gros problèmes de lecture. Pas du tout. Mais il y a quelques abréviations, mais quand on a fait de la paléographie, les
Les abréviations, ça ne fait pas peur, elles sont très simples. Mais, quand on s'y lit dedans, on s'est aperçu qu'on était tombé dans un vrai guet-apens. Et c'est pour ça que nous avons traduit une seule partie pour commencer, c'est la partie de la conquête de Majorque. Et ce n'est qu'après, quand nous étions habitués à ce texte et à ces pièges, que nous avons fait la deuxième édition complète. Traduire ce texte, c'est une horreur. Et nous avons compris pourquoi nous étions les premiers à le faire. Très vite. D'abord, vous le voyez, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. Alors il vous faut vous-même faire le découpage en phrases. Premier problème. Et ponctuer, c'est déjà donner un sens. Hein. Ponctuer, quand vous ponctuez, vous donnez un sens au texte. Donc il faut prendre des risques. Ensuite, il y a des mots catalans, mais c'est une langue archaïque, avec des mots catalans qui n'ont pas le même sens que dans le catalan actuel. Alors il faut choisir. Il faut trouver le vrai sens. Qu'est-ce qui vous donne le vrai sens? Le contexte. Ou votre raison. Mais déjà, vous choisissez. En plus, vous choisissez. Donc, donner un sens, c'est choisir aussi. Ensuite, c'est une langue pauvre. Il y a des mots qui recouvrent plusieurs sens. Je prendrai un seul exemple. Le mot conseil. Or, conseil, c'est simple. C'est le même mot en catalan actuel et en français. Ouais. Le vassal doit à son suzerain aide et conseil. D'accord. Bon. Et un deuxième sens qui est connu, le conseil du roi, c'est une assemblée de plusieurs personnes. Bon. Là, c'est facile. Mais il y a un troisième sens. Le mot conseil, c'est aussi ce qui ressort de la discussion qu'ont eue les conseillers. Donc, il faut traduire par presque décision. Décision du conseil. Et ici, vous avez des dizaines de mots qui recouvrent plusieurs sens. En plus, le style est épouvantable parce que c'est le style de l'oral, avec des ruptures de construction, des passages du style direct ou indirect et inversement, des incises au milieu des phrases. Là, si vous n'avez pas bien ponctué, ça n'a plus qu'un sens. En fait, vous avez ce qu'on appelle des apax, c'est-à-dire des mots qu'on ne trouve que dans ce texte et dans aucun autre texte de l'époque. Il faut bien leur donner un sens. Voilà. En plus, j'aime qu'on revienne tout par et. Il faut bien couper à un moment donné. Et si on revienne tout par que. Mais nous avons fait ça pour nos lecteurs futurs, en espérant qu'ils seront d'accord avec nous et qu'ils auront plus de facilité à lire et à comprendre ce texte. Enfin, le lecteur nous dira. Et puis, quelquefois, vous savez, le nous, si vous employez le nous pluriel, quand il impose à la suite des subjonctifs, le subjonctif imparfait, vous imaginez ce que ça fait en français aujourd'hui, les subjonctifs imparfaits. Ça fait des choses pas très jolies à entendre. Alors nous avons essayé de réduire
c'est subjonctif imparfait pluriel, les pluriels, hein, avec les formes âme, hâte, hein, etc., etc. Voilà tous les petits problèmes que nous avons eu à résoudre. Après, on peut nous faire un reproche. C'est que le texte que nous rendons est plus joli que le texte du roi Jean. On nous a fait ce reproche. Mais si nous avions voulu traduire à la lettre, je crois que nous aurions fait quelque chose de proprement illisible, et que jamais M. Zinc ne nous aurait proposé d'éditer ça dans la collection des lettres gothiques du livre de poche. Voilà. Vous avez remarqué, vous remarquerez que c'est une simple traduction. Nous travaillons actuellement à une édition qui serait faite par le CNRS avec les deux textes en vis-à-vis, le texte catalan et le texte français. Mais ça, il faudra attendre 2 ou 3 ans encore, si Dieu nous prête vie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention.